Bonjour Christian Cambon. Bonjour. Merci d'être avec nous, sénateur Les Républicains du Val-de-Marne. Vous êtes président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Jefferson des Sports du Sud-Ouest. Bonjour Jefferson. Bonjour Oriane, bonjour Christian Cambon. Bonjour. On va évidemment parler avec vous de la situation en Ukraine, de la loi de programmation militaire qui est au Sénat, mais d'abord l'actualité, Christian Cambon, ce sont ces images encore cette nuit et ces tensions dans plusieurs villes de France. La nuit précédente, c'était cantonné à Nanterre et la région parisienne, dont le Val-de-Marne. D'ailleurs, cette nuit, ça s'est étendu dans tout le pays. Est-ce que vous craignez un embrasement ? Bien sûr, je crains un embrasement. D'abord, il faut dire que c'est un événement absolument dramatique. La mort d'un jeune de 17 ans, quel que soit son pédigré judiciaire, c'est quelque chose d'épouvantable et rien ne justifie, bien évidemment, une affaire de ce genre. Je pense que la responsabilité des politiques, c'est d'abord de laisser la justice suivre son cours. Beaucoup de commentaires dans tous les sens, et notamment de ceux qui semblent relancer la violence. La violence ne mène nulle part. Donc, Qui relance la violence aujourd'hui pour vous ? Il y a une partie de l'échiquier à l'extrême gauche qui prononce des phrases pour lesquelles je pense qu'il ferait mieux de faire attention à ce qu'ils disent, parce que toutes ces émeutes vont une nouvelle fois entrer le pays dans une crise, dans des difficultés. Ça ne sert pas la cause qu'ils veulent défendre. Je crois qu'effectivement, il y a un événement absolument tragique. Il y a une vidéo qui est évidemment tout à fait choquante. Comment vous avez perçu ces images, Christian Cambon ? Écoutez, figurez-vous, étant sur la loi de programmation militaire depuis 48 heures, je l'ai vu cette nuit à 2h30 quand je suis rentré à mon domicile. Et oui, ce que l'on voit est choquant, indiscutablement. Maintenant, moi, je ne suis pas ni la justice, ni l'inspection générale. Comment vous avez perçu les propos d'Emmanuel Macron ? Il parle d'un drame inexcusable, inexplicable. Est-ce que ce commentaire était approprié, Christian Cambon ? Je ne suis pas certain que ce soit les bons mots qui calment le jeu. La preuve, c'est que cette nuit, nous venons de connaître de très nombreux affrontements dans différentes villes de France. Le rôle du président de la République et du Premier ministre doit être un rôle d'apaisement, tout en laissant bien évidemment la justice faire son travail. Bon, c'est pour ça que je me refuse à faire des commentaires. Il y a la présomption d'innocence et puis il y a un drame effroyable car rien n'explique la perte d'un jeune de 17 ans. Je veux dire, c'est choquant et inexplicable. Est-ce qu'il faut légiférer à nouveau sur le port d'armes, sur l'usage des armes pour les Écoutez, il y a eu une loi déjà en 2017 dont on a dit qu'elle créait une part de flou par rapport au concept de légitime défense. Avant, il y avait des règles qui étaient assez simples. Bon, je pense que la commission des lois au Sénat se saisira certainement de ce sujet. Je crois que à ce niveau, il faut garder raison, laisser la justice. On a une justice qui est, vous savez, elle est très sévère vis-à-vis de la police. Il ne faut pas croire que la justice laisse passer tous ces faits. Il suffit de regarder les statistiques. Bon, s'il y a eu un comportement terrible de la part de ce policier, il y aura les sanctions qui suivront et je crois qu'il faut en rester là. En tout cas, il y a un chiffre qu'on peut retenir, c'est 25 000 refus d'obtempérer par an. Est-ce qu'il y a un problème sur ce terrain-là ? Il y a indiscutablement, nous le voyons nous en banlieue parisienne, il y a indiscutablement aussi un comportement qui se multiplie, c'est-à-dire que maintenant les injonctions de la police nationale ou de la gendarmerie ne sont plus suivies d'effet par une partie de gens, souvent des jeunes malheureusement, qui considèrent que l'autorité de l'État n'existe plus vraiment dans ce pays. On va parler de ce qui s'est passé en Russie et de la guerre en Ukraine et ce qui s'est passé il y a quelques jours, cette rébellion de Prigojine, le chef de Wagner. Rébellion finalement très vite avortée avec le recul, les 6 jours de recul. Comment vous analysez ce qui s'est passé ce week-end en Russie ? Le constat que tout le monde fait, et là aussi, les informations qui nous proviennent décrivent des événements différents. La première constatation que l'on peut faire, c'est que Poutine sort très affaibli de cette histoire, car son pays tout entier et le monde entier a vu un chef d'État contesté par quelqu'un qui, paraît-il, était là pour le conforter et qui s'est rebellé contre lui. Le fait d'organiser une marche sur Moscou, ça doit être quelque chose qui, pour Vladimir Poutine, est absolument de l'ordre de l'insupportable. Donc c'est un affaiblissement de ce régime qui aura certainement des conséquences quand
Où, sous quelle forme, personne ne peut le dire. Mais manifestement, il y a maintenant un débat qui s'ouvre de manière assez tragique, lui aussi, en Russie. Je rappelle que Prigojine a dit publiquement que les raisons qui avaient lancé Vladimir Poutine contre l'Ukraine étaient de mauvaises raisons. C'est-à-dire que c'était pour promouvoir un groupe de salauds, c'est ce qu'il avait dit. Voilà. Donc, je crois qu'il faut, là aussi, rester très attentif à ce qui se passe. Ne pas attendre, à mon sens, de véritables bouleversements dans l'immédiat, parce que d'abord, Poutine peut quitter le pouvoir, on ne sait pas qui peut le remplacer. Ça peut être aussi pire, il ne faut pas négliger ce point. Mais, donc il ne faut pas se réjouir de l'affaiblissement de Vladimir Poutine. Non. Il faut surtout être vigilant, faire ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est remuscler nos forces de sécurité et nos armées, et être attentif à cette situation qui partout se dégrade. Vous conviendrez quand même que l'on vit dans un monde depuis quelque temps qui a perdu ses repères et qui offre plus d'inquiétude que de motifs d'apaisement. On a vu aussi la question qui se pose, c'est l'avenir de Wagner, Christian Cambon. Ces hommes-là doivent peut-être être intégrés dans l'armée russe, certains vont partir. Est-ce que ça peut affaiblir le front ukrainien côté russe? Alors, les incertitudes autour de Wagner. Le sort de Wagner est évidemment très important. Il l'est bien sûr sur le front ukrainien, puisque les quelques victoires à Bakhmout et dans quelques autres villages qui avaient été enregistrées, ce sont des victoires de Wagner et non pas des victoires de l'armée russe. Mais est-ce que ça veut dire que l'armée russe ne peut pas l'emporter sans Wagner ? Ça, c'est la question qui se pose. En tous les cas, pour l'instant, Wagner a manifesté par des actes de violence inouïs. Enfin, ce sont quand même... ce n'est pas une armée. Hein. Ce sont des gens qui utilisent des méthodes de contrainte effroyables, de torture, etc. Et bien évidemment, ils ont joué un rôle décisif en Ukraine. Mais ce qui m'interroge le plus, c'est ce qui peut se passer en Afrique, où on sait qu'un certain nombre de régimes ont fait confiance à Wagner. Le Mali notamment. Le Mali notamment. Et donc, si jamais Wagner devait être dissous ou disparaître, qu'est-ce qu'il adviendrait de ces régimes ? C'est un vrai sujet aussi d'inquiétude pour tout le monde, parce que personne n'a intérêt à une déstabilisation du continent africain. Dans des zones où les forces françaises ont été affaiblies en plus. Mais elles n'y sont du reste plus. Justement, sur Wagner, Christian Cambon, on a vu, Poutine a toujours dit que c'était une société privée qui était loin de son pouvoir absolu. Et finalement, avec la rébellion de Prigojine, on a vu le lien et toute cette relation qui n'a aucune ambiguïté entre le Kremlin et Wagner. Est-ce que là, c'est le masque qui tombe sur Wagner et le Kremlin ? À mon sens, il était tombé depuis longtemps et les affirmations de Poutine ne trompaient personne. Tout le monde savait très bien que cette armée sans signe distinctif, sans drapeau était manipulée depuis Moscou. Et donc ça faisait pas l'ombre d'un doute pour personne. Donc maintenant, c'est une vraie une tentative de déstabilisation à l'intérieur même de la Russie. Et donc, il faut être attentif, ne pas profiter de ces événements, car encore une fois, on ne sait pas ce qui peut venir après. Mais ça montre que tout est possible du jour au lendemain. Tout est possible. Est-ce que les forces ukrainiennes, la contre-offensive ukrainienne, va profiter ou profite de cette rébellion avortée ? Les renseignements que nous avons sont parcellaires. Objectivement, au jour d'aujourd'hui, on ne le sait pas. Ça peut effectivement profiter à la contre-offensive ukrainienne, mais je pense que la contre-offensive ukrainienne, elle est organisée depuis longtemps, selon des plans qui sont du reste assez cohérents. Alors bien évidemment, si le pouvoir s'affaiblit à Moscou, ça peut profiter à l'Ukraine, mais on peut aussi avoir une phase de durcissement, c'est-à-dire que généralement, regardez ce qui s'est passé dans d'autres pays, ce qui s'est passé en Turquie après le coup d'État, il y a eu quand même il y a eu un durcissement de la politique de M. Erdogan, et donc on peut assister à un même phénomène, peut-être plus de répression, moins de liberté, pour autant qu'il en reste encore. Sur la contre-offensive ukrainienne, comment vous le disiez, parce qu'on parle surtout de coups de sonde, de reconnaissance offensive, finalement le deuxième échelon n'est pas rentré encore, visiblement l'Ukraine garde des brigades en réserve pour peut-être un mouvement de plus grande ampleur. Est-ce que c'est votre lecture ? On n'est pas encore rentré dans la dernière séquence, en tout cas dans la séquence la plus offensive. Je le pense, d'autant que c'est un pays qui véritablement vit, lui, en économie de guerre.
C'est-à-dire que tout un pays, y compris sa diaspora, y compris des Ukrainiens qui sont dans d'autres pays et qui, par le biais de l'informatique et de toutes les technologies nouvelles, aident leur pays à résister. Et déjà, l'Ukraine a la première armée d'Europe en importance, ce qui est un fait évidemment tout à fait nouveau. Et donc je crois que l'offensive n'est pas terminée. Et il y a surtout la volonté d'un peuple de résister. Vous savez, je pense que c'est ça le sentiment qui prédomine. Si un peuple ne veut pas être occupé et veut résister à un envahisseur et qu'il est persuadé que sa cause est juste, ça donne une dynamique, ça donne une force qui est insurmontable. Je pense. Et Volodymyr Zelensky, le week-end dernier, du coup, a pointé la faiblesse totale de la Russie et il a redemandé des avions. Est-ce qu'il faut lui donner ? Alors, bien sûr, il y a la nécessité de maîtriser le ciel. En tous les cas, il y a un problème technique qui se pose parce que si vous voulez donner des avions, c'est donner toute une logistique qui concourt à faire fonctionner les avions. Il faut former des pilotes, il faut avoir des gens qui les entretiennent. Les avions qui peuvent être donnés, puisqu'il y a... Ça, c'est pas en cours, la formation des pilotes ? Là, il y a une formation des pilotes, oui, qui est actuellement en cours. Je crois que c'est dans le sud-ouest de la France. Mais... Premièrement, il faut être très clair, il n'y aura pas de militaires français qui accompagneront ou qui viendront si jamais il y avait la livraison d'avions. Deuxièmement, il faut que cette formation soit solide parce qu'on ne sert pas un avion comme on utilise un fusil ou une mitraillette. Donc c'est un problème assez compliqué. Alors, c'est encore plus compliqué que de livrer des chars, livrer des avions, parce que c'est toujours l'écosystème qui va derrière. Vous l'avez dit, il y a une logistique, une maintenance, des systèmes d'armes. Tout à fait. C'est pas un avion tout seul qui doit arriver. D'une part, et puis il faut que le nombre d'avions soit substantiel et qu'ils soient équipés, qu'ils soient armés. Bon, en France, ce sont des décisions qui doivent être prises par le président de la République. J'espère que le Parlement sera bien évidemment informé de cette situation. Vous avez un doute ? Pour l'instant, on s'interroge encore. Vous savez, c'est très difficile de rassembler tous les renseignements qui nous permettent de nous faire une idée précise. Bon, il y a des pays les pays des Balkans qui ont donné notamment des MiG que l'armée ukrainienne connaissait bien. L'armée ukrainienne, elle ne connaît pas les Mirages qui seraient susceptibles, le cas échéant, de leur être cédés. Pour l'instant, c'est plutôt des F-16 que l'Ukraine demande, voilà. Les avions américains. Tout à fait. Et on va parler de la loi de programmation militaire. Ça fait lien entre les deux, cette loi de programmation militaire qui vise à redonner évidemment des moyens à notre armée. Est-ce que la guerre en Ukraine et ce qu'on a donné à l'Ukraine, ça affaiblit notre armée ? Est-ce qu'elle est affaiblie aujourd'hui ? Notre armée n'est pas affaiblie, notre armée est suffisamment forte, même si cela pose un certain nombre de problèmes. Elle peut être affaiblie au sens où nous avons déjà livré un certain nombre de matériel, de munitions, des chars AMX-10 qui certes sont des chars anciens mais qui fonctionnent. En cas de conflit de très haute intensité, on serait bien content de les avoir. Mais nous souhaitons aider l'Ukraine comme le font l'immense majorité des pays occidentaux. Donc je crois que bien évidemment il faut tenir compte, et la loi de programmation militaire le fait, tenir compte de ce fait nouveau et de faire en sorte qu'on puisse renouveler nos stocks, notamment de munitions, car comme vous le savez, au sein des armées françaises, nous sommes compétents sur tous les segments, mais il nous manque parfois l'épaisseur. Je prends un exemple. En fin 2025, sous le régime de la loi de programmation militaire actuelle, nous aurons en stock en missiles complexes l'équivalent de ce qui a été tiré la semaine dernière en Ukraine. Il faut monter cet effort-là, en tout cas dans la loi de programmation militaire. Il y a la défense antiaérienne qui est ciblée, le renseignement, beaucoup de crédits dans ces domaines-là. Est-ce que ça va dans la bonne direction, Christian Cambon, avant de rentrer dans le détail financier qui est l'objet de votre commission et en tout cas de la discussion au Sénat ? Oui, indiscutablement. Le fait d'avoir consenti un effort de cette importance, je rappelle que la loi de programmation militaire qui est censée se terminer en 2025, c'est 295 milliards, 290 milliards. On passe à 413 milliards. Donc déjà, c'est un effort de plus de 100 milliards qui est considérable. Le problème, c'est que cet effort considérable n'est pas aussi apparent qu'on pourrait le penser pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il va y avoir un effet d'inflation. Nous en avons longuement discuté cette nuit. On prévoit que 30 milliards de ces crédits seront mangés, si j'ose dire, érodés par l'inflation. Donc évidemment, ça diminue l'enveloppe d'investissement. Ça la diminue, j'allais dire, mécaniquement. Deuxièmement, il faut bien comprendre une autre chose, c'est que
nous étions sur des matériels un peu plus anciens. Certains dataient même du général de Gaulle. Enfin, je veux dire, les Alouettes que l'on va enlever, les Pumas, tout ça, c'est des matériels du temps de la guerre froide. Bon, on va les changer. Les matériels nouveaux incorporent beaucoup d'innovations. Le programme Scorpion, ce sont des engins blindés, connectés, extrêmement protecteurs pour les soldats qui les servent. Donc ça coûte beaucoup plus cher. Un Rafale coûte beaucoup plus cher qu'un Mirage. Donc il y a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire que au final, vous ne pouvez pas avoir autant de matériel que vous en aviez précédemment, mais vous avez du matériel qui, sur le plan de l'équipement, est beaucoup plus performant. Donc il faut tenir compte de toutes ces données. Mais juste, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut se doter d'un maximum d'équipements ou est-ce qu'il faut flécher les investissements vers les équipements qu'on a déjà pour qu'ils soient utilisables? C'est aussi l'une des questions. Sébastien Lecornu, il dit qu'il faut privilégier la cohérence sur la masse. Mais nous sommes tout à fait de cet avis. Nous sommes tout à fait de cet avis car nous pensons qu'effectivement, rien ne sert d'entasser dans des hangars des chars dont on ne peut pas se servir. Actuellement, on a 4 régiments de chars Leclerc, mais du fait d'une mise en condition opérationnelle qui n'est pas au top de ce qu'elle doit être, ces régiments fonctionnent à 50% de leur capacité. C'est-à-dire que les durées d'entraînement sont inférieures à ce qu'elles pourraient être. Les munitions manquent parfois, ou en tous les cas, les militaires n'ont pas l'autorisation de les utiliser parce que les stocks sont insuffisants. Donc, si vous voulez, je pense que la manière dont le ministre voit l'utilisation de ces crédits est évidemment importante, puisque la mise en condition opérationnelle est fondamentale, si vous voulez. Si vous avez des chars, il faut aussi que, dans le même temps, le génie, par exemple, puisse avoir ces engins qui permettront à un char de franchir une rivière. Il faut que notre service de santé des armées, pour lequel il manque actuellement plus de 100 médecins, il faut reconstituer toutes ces forces. Parce que cette cohérence sera au rendez-vous, Christian Combon? Nous faisons tout pour qu'elle le soit. C'est compliqué, c'est difficile, parce que c'est une somme importante, mais s'il fallait remonter les 25 ans d'éreintement des armées que tous les régimes de droite et de gauche ont organisé parce que c'était assez facile de reprendre des crédits aux forces armées qui généralement ne rouspètent pas. Hein. Donc on équilibrait en quelque sorte le budget comme ça. Et puis c'était un temps de paix. On vivait depuis 75 ans dans un temps de paix. Donc c'était assez difficile pour un ministre du budget de quelque sensibilité que ce soit de dire tiens, j'ai une bonne idée, je vais acheter 800 millions de munitions. De toute façon, dans 5 ans, elles seront périmées. On continuera comme ça. Non, c'est pas possible. Donc il faut mesurer un tout petit peu son jugement par rapport à la situation d'avant. Et il est un fait que l'invasion de l'Ukraine a complètement changé nos logiciels, puisque maintenant, c'est un pays qui était un pays ami, qui était un pays avec lequel nous travaillions ensemble, membre du Conseil de sécurité, signataire de la Charte des Nations Unies. Ce pays se permet d'attaquer son voisin souverain. C'est-à-dire qu'on revient à des concepts qui étaient ceux de la dernière guerre, si vous le voulez. En tout cas, il y a une vraie discussion financière entre le gouvernement et le Sénat. Christian Combon, expliquez-nous, parce que vous avez décidé, vous proposez au gouvernement de dépenser plus au début de la LPM et un peu moins après, alors que c'était l'inverse qui prévalait. Donc vous changez finalement le cadencement de financement qui était programmé. C'est une vraie discussion et un point d'achoppement avec le gouvernement. On en est où ce matin? Est-ce que la discussion est réglée? Ce point-là, vous avez trouvé un accord ou c'est dans les prochaines heures? Alors... Nous avons dit, la séance s'est terminée vers 1h du matin. On est resté encore près d'1 heure avec mon équipe et la sienne jusqu'à plus de 2 heures pour essayer de rapprocher les points de vue. Je pense qu'il y a 2 sujets. Le premier sujet, c'est le cadencement. La loi a été présentée sur la base d'un niveau de dépenses de l'ordre de 3 milliards par an, chaque année. C'est exactement ce que prévoyait l'ancienne LPM. Donc un certain nombre de sénateurs, et à l'Assemblée c'était pareil, ont dit mais à quoi ça sert de présenter une nouvelle LPM si c'est pour dépenser la même chose? Donc nous, ce que nous avons dit, c'est qu'il faut modifier le cadencement et dépenser plus vite. Pourquoi? D'abord, je l'ai dit, à cause de l'inflation. Plus on attend et plus on paye plus tard. 1 euro d'aujourd'hui ne vaudra plus qu'1 euro en 2030 si l'inflation demeure. Deuxièmement, nous sommes, on vient de le décrire, nous sommes dans un état de très grande tension. La France n'est pas en état de guerre, mais maintenant la guerre, elle est à 3 heures de Paris. Donc un conflit peut dégénérer. Personne ne peut dire ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 1 an. Donc ce que nous disons, c'est que c'est maintenant qu'il faut dépenser de l'argent et non pas après les élections présidentielles. Or, dans le cadencement qui avait été présenté par le gouvernement, on renvoyait au futur président de la République le soin de franchir des marches plus hautes. Donc là, je pense que ce message, lui, a été bien compris.
Alors, il y a un second problème qui se pose et qui nous a animé une bonne partie de la nuit et qui va nous réunir tout à l'heure pour essayer de trouver les voies de passage, c'est qu'effectivement, le Parlement a aussi son avis sur la manière dont on utilise cet argent. Et on n'a pas mis des marges, on n'a pas augmenté les marges pour le plaisir de dire on va mettre plus d'argent. Moi, j'avais donné comme orientation à mes rapporteurs de dire si vous voulez plus d'argent, dites à quoi il doit servir. Donc vous avez fléché des crédits. On a fléché des crédits. Pour de l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus, vous, à 416, 420 qu'à 413 milliards. Nous sommes c'est une vraie discussion qui est trop compliquée pour qu'on puisse en finir là, dans cet instant. Nous sommes sur 413 milliards. Que les choses soient claires. Les procès d'intention qui ont été faits, qui font partie de la polémique habituelle dans ce genre de débat, n'ont pas lieu d'être. Nous sommes, ça a été rappelé par Bruno Retailleau, ça a été rappelé du reste par tous les groupes, nous sommes à 413 milliards et nous voulons tenir dans cette enveloppe. Mais le Parlement a le droit de dire comment il faut utiliser cet argent. Alors justement, oui, sur quoi vous avez voulu flécher ces crédits dont vous nous parlez? Alors, on l'a mis prioritairement, j'essaye d'être logique avec moi-même, si j'ose dire, on le met sur l'entraînement, puisque j'ai expliqué que nous manquons d'entraînement. Je viens de l'expliquer pour les régiments de chars, sur les pilotes de Rafale. Les pilotes de Rafale sont actuellement à peine, pour une grande partie d'entre eux, à 145 heures d'entraînement. La norme temps, c'est 220 heures. Donc, si vous ne pouvez pas faire voler un pilote, il perd une partie de son savoir-faire et puis il risque aussi de quitter les forces armées et d'aller se faire engager chez Air France ou Transavia pour piloter plus régulièrement. Je caricature, mais enfin, vous voyez, il y a ce problème-là de fidélisation des armées, auquel cas il faut les faire travailler, il faut bien évidemment leur donner les moyens de s'entraîner. Et vous défendez aussi un livret d'épargne souveraineté. Oui, alors le livret d'épargne souveraineté, c'est pour répondre à un cri d'alarme et un cri de toutes les petites et moyennes entreprises de la défense. Vous savez, le secteur des industries de la défense, ce sont 200 000 salariés en France. Pour une bonne part, ce sont des petites et moyennes entreprises qui sont sur des niches excessivement innovantes, mais qui malheureusement, du fait d'un état d'esprit général, d'une réglementation imposée par Bruxelles, ce que l'on appelle sous ce joli nom de taxonomie, Bruxelles dira non, c'est pas bien de financer les industries de défense. Et donc ces petites et moyennes entreprises risquent soit d'être achetées, ce qui est une perte de souveraineté pour nous, soit de plier bagages et de perdre ces capacités d'innovation. Et donc nous disons, pourquoi les Français ne pourraient pas s'intéresser à leur propre sécurité en ouvrant un livret souveraineté, comme on peut s'intéresser au développement durable et ouvrir un pour aider au durable. financement de ces entreprises. Alors, c'est pas à nous, moi je ne suis pas la commission des finances et je suis encore moins le ministère de Bercy, c'est pas à nous d'organiser ce que pourrait être ce livret de souveraineté, mais c'est un appel très fort pour que la France prenne conscience du fait que le financement de sa propre sécurité, ça peut concerner n'importe qui et quelqu'un peut vouloir, un citoyen normal peut vouloir mettre 100, 200, 500 euros sur un livret, plus s'il le souhaite ou s'il le peut, c'est tout à fait volontaire, pour justement participer au financement de l'industrie de défense en touchant les intérêts d'un livret. Alors on nous dit qu'on veut vider le livret A, je pense que tout ça est absolument démesuré par rapport au problème. Une question très rapide, comme on parle de finances et de cette LPM, est-ce que vous avez reçu un coup de fil d'Elisabeth Borne, Bruno Le Maire, sur ce cadencement du financement de la LPM, parce qu'on sait qu'on est dans une période très contrainte, on est à l'euro près, explique Bruno Le Maire. Alors, comment c'est perçu du côté de Bercy ou de Matignon vos propositions? J'ai eu une demande de contact du cabinet de Bruno Le Maire. J'ai eu la Première ministre, mais la tradition fait qu'on ne révèle pas les contenus des conversations. Mais je pense que nous reverrons d'ici la commission. Vous avez l'air assez dites-nous si c'est bien perçu ou pas. Je suis naturellement optimiste et je souhaite que nous aboutissions et que nous puissions doter nos forces armées d'une loi de programmation militaire. On va y arriver. Il y a encore un peu de boulot, mais on va y arriver. Bon, et au Sénat, au moins, l'examen, c'est jusqu'à ce soir. Normalement, vous finissez l'examen ce soir. Normalement, on va finir ce soir. Merci, Christian Cambon. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. À la une de Sud-Est, c'est la mort de Naël, brûlante colère. C'est à la une de votre journal, Jefferson. Merci, Jefferson. Merci, Oriane. Et on va reparler de ce sujet et de ces tensions dans plusieurs villes du pays, tout de suite dans le Club des Territoires.